pour faire face et pour permettre à cette individualisation de se développer, on le dit très souvent, il faut outiller les personnes. Il faut les accompagner. Il faut leur fournir des appuis. Côté entreprise, si on parle de la loi sur la formation professionnelle de 2014, qui a un peu redéfini tous ces objectifs-là, cela signifie des entretiens professionnels. C'est une obligation dont, à mon avis, on n'a pas encore bien mesuré les impacts. Des entretiens professionnels tous les 2 ans, obligatoires. Si l'entreprise ne les fait pas, elle devra rajouter des heures dans les comptes personnels de formation de ses salariés. Donc elle devra payer en quelque sorte d'une certaine manière. Ce sont des entretiens professionnels, différents des entretiens individuels d'évaluation ou d'appréciation chaque année, qui en principe, je dis bien en principe, mais je mets un point d'interrogation quand même, sont en train de se mettre en place dans les entreprises. Bon, à suivre. C'est un autre dispositif également prévu par la loi de 2014, le conseil en évolution professionnelle. C'est-à-dire un conseil gratuit, accessible à tous. Là encore, on retrouve le fait qu'il n'y a pas de distinction entre je suis demandeur d'emploi, je suis jeune à la fin des études, quelle qu'ait été leur durée, et je suis en train de commencer à chercher un job, ou bien je suis au RSA, ou bien je suis salarié en entreprise, et je commence à me dire que peut-être il faudrait que je fasse autre chose, que je change d'entreprise, ou que je me reconvertisse à un autre métier, etc. Donc, conseil en évolution professionnelle, gratuit pour tous, et accessible au travers de ce qu'il est convenu, ça c'est la loi, la dernière loi de décentralisation, la loi NOTRe, accessible au travers d'un service public régional de l'orientation, puisque ce sont les régions qui en principe ont la main sur ces dispositifs-là. Donc ça c'est quelque chose d'important qui j'allais dire, ancre l'accompagnement dans les possibles et le quotidien d'un grand nombre de gens, de droit d'ailleurs de tout le monde, puisqu'on commence à parler même de le construire pour les fonctionnaires des différentes fonctions publiques. Donc, de l'accompagnement, j'allais dire, autant qu'on en veut, à tous les étages. Parfois, il m'arrive de trouver que c'est un peu trop, c'est-à-dire que c'est un peu trop au sens où il faut être accompagné pour tout. Il faut être accompagné pour s'arrêter de fumer, pour bien se maquiller. Il paraît qu'il y a des super trucs sur les smartphones pour ça, pour se marier, pour divorcer, pour choisir un métier, pour se réorienter dans la vie, pour choisir une formation, pour etc. Ça commence à faire beaucoup. Derrière ça, une question qui est importante, c'est ces nouveaux dispositifs qui sont à la main, en quelque sorte, des personnes, que les personnes peuvent activer, pas les entreprises, les personnes, les individus. Comment faire pour que, d'emblée, ils ne favorisent pas ceux qui sont le plus autonomes, ceux qui ont le plus de réseau, ceux qui ont le plus de, Bourdieu nous aurait dit, de capital culturel, et qui vont nécessairement, dans un premier temps, s'en emparer très largement. Question ouverte. Pour aller un petit peu plus loin, il faut rentrer, il ne suffit pas de les énumérer comme ça, mais rentrer un peu dans la boîte noire, ce que j'appelle la boîte noire de l'accompagnement. On l'a un peu fait dans un journal en ligne dont je m'occupe et dont il y a quelques rédacteurs ici dans la salle, qui est Métis, en faisant un long dossier d'ailleurs avec beaucoup d'intervenants, y compris beaucoup d'intervenants de terrain, sur l'accompagnement. Il faut accompagner, il faut guider, il faut orienter, il faut parfois, si vous êtes conseiller chez Pôle emploi, prescrire. Ça, c'est un mot que je déteste et
pour ce qui me concerne, je bannis de mon vocabulaire, mais n'empêche qu'il existe et il est largement encore utilisé. Pour ce faire, il y a toute une catégorie professionnelle, en quelque sorte, de gens dont c'est le métier que d'accompagner, qui est loin d'être négligeable. Parce que tout ça, ça recouvre quand même, c'est défini d'ailleurs dans un certain nombre de décrets, ça recouvre Pôle emploi, ça recouvre les missions locales pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes, Cap emploi pour les personnes handicapées, la PEC pour les cadres, les fonds GESIF qui s'occupaient précédemment du congé individuel de formation et qui maintenant ont élargi leurs fonctions à tous ces aspects d'appui professionnel, d'orientation, bien entendu, eux, principalement pour les salariés. La création de ces nouveaux outils a à la fois perturbé le système et en même temps poussé tous ces gens qui sont des professionnels de l'accompagnement, de l'orientation, du coaching, de la guidance, on utilise tous les mots qu'on veut, à une réflexion et à un début, mais ça ne marche pas si mal quand même, je trouve, de partage de leurs réflexions sur ce que c'est que, leur métier et sur comment faire pour que cet appui à apporter aux personnes, quel que soit leur statut, soit le plus profitable possible. Et c'est loin d'être facile. Si je prends quelques points de repère dans d'autres pays, en Autriche, par exemple, il y a des évaluations qui ont été faites très intéressantes sur tous ces dispositifs où l'on contractualise de manière formelle, en quelque sorte, entre un demandeur d'emploi et son conseiller, ou bien entre, ça existe dans les entreprises, un salarié et son manager sur les objectifs de l'année, les choses qui doivent être faites dans cette année-là, qui doivent être améliorées, pas améliorées, etc. On contractualise véritablement, on signe. Ça se fait beaucoup. Sur les entretiens individuels, ça se fait énormément de signer. En fait, les évaluations qui ont été faites en Autriche montrent que si on fait un peu là pour le coup d'évaluation expérimentale et de comparatif, entre les cas de figure et les pratiques quand on signe et celles quand on ne signe pas, il n'y a finalement aucune différence. Donc ce n'est pas la signature qui est la preuve de l'engagement fort de part et d'autre. On a également des études assez intéressantes qui ont été rassemblées d'une part et faites ensuite par l'OCDE sur l'influence et l'efficacité des différentes formes d'accompagnement, en particulier par rapport aux questions de retour à l'emploi, avec un résultat assez net qui se dégage. En gros, un accompagnement. Bon, la problématique de départ de l'OCDE, vous allez reconnaître quelque chose, et à mon avis, on va bientôt le retrouver dans le débat public, c'est carrot and stick. La carotte et le bâton, sanction et incitation, la part des deux. Sur les allocations chômage, à mon avis, c'est un débat qui est devant nous, une fois de plus. Mais le résultat était le suivant, un accompagnement fort, exigeant et avec sanction conduit à des reprises d'emploi rapides, mais des emplois de pas très bonne qualité, avec assez souvent, ce n'est pas étonnant d'ailleurs, une mauvaise correspondance, compétence de la personne, emploi pris. Un accompagnement, même chose, renforcé, exigeant. Ça se mesure tout simplement, par exemple, par les quantités de rendez-vous, la longueur des rendez-vous, l'intensité, en quelque sorte, de la relation d'accompagnement. Donc, un accompagnement renforcé, exigeant, et, c'est le terme qui était utilisé par l'OCDE, empathique, produit des reprises d'emploi beaucoup plus tardives, donc les gens restent plus longtemps dans la situation de chômage, mais sur des emplois beaucoup plus durables. Bon, après, laissons les choses ouvertes.
Mais ces résultats sont intéressants. Les Finlandais, de leur côté, ont beaucoup réfléchi à la nature même de la relation, vraiment la boîte noire de l'accompagnement, et en particulier aux limites du face-à-face dans l'accompagnement, et du fait de limiter l'accompagnement à une relation entre un demandeur d'emploi ou un salarié si on est dans une entreprise, le salarié et son manager, et le demandeur d'emploi et son conseiller référent. Ce qu'on avait beaucoup accentué, par exemple, chez Pôle emploi, avec l'idée du conseiller référent, parce que la situation inverse, il faut voir qu'elle n'est pas très agréable de changer de conseiller tout le temps. Et donc, les Finlandais, dans leur organisation qui est un petit peu particulière, puisqu'ils ont réussi à mettre au même endroit, si je puis dire, physiquement, un petit peu comme dans les missions locales, des gens qui vont s'occuper à la fois du problème des logements, des gens qui vont s'occuper des problèmes sociaux, des gens qui vont s'occuper du retour à l'emploi, des gens qui vont s'occuper de la formation, des gens qui vont s'occuper de la santé, et à faire travailler tous ces gens-là ensemble. Et le concept auquel ils ont abouti, moi je le trouve très intéressant par rapport à ces histoires d'accompagnement, c'est l'idée qu'en fait, il faut peu à peu construire autour des personnes, quelles qu'elles soient, là encore, une sorte de mini-réseau de ressources que la personne peut actionner quand elle en a besoin. L'équivalent, si vous voulez, du très bon carnet d'adresses qu'on a quand on a eu le bonheur de faire quelques écoles et quelques stages prestigieux. Mais le créer pour chacun, autour des personnes, en sorte aussi de sortir, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, des pièges de la relation trop personnelle, qu'on retrouve forcément dans la relation d'accompagnement. Et il y a toute une, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, toute une littérature sur le sujet. Parce que les personnes ont besoin d'appui, mais elles ont en même temps besoin, vous le disiez, d'autonomie. Et il faut réussir à construire cette espèce de dialectique entre j'apporte quelque chose, j'apporte des ressources, mais au final, c'est la personne qui, plus ou moins selon les moments dans lesquels elle se trouve, évidemment, va construire son parcours.